Imaginez un instant que la vie est une grande danse. Au début, enfants, nous dansons avec abandon, sans nous soucier des pas, juste en ressentant la musique. Mais en grandissant, la pièce se remplit de miroirs et d'autres danseurs qui semblent connaître une chorégraphie secrète. Nous commençons à nous comparer, à imiter les pas, à rechercher l'approbation du public. Soudain, la danse cesse d'être une question de musique pour devenir une question de performance. Et, sans nous en rendre compte, nous devenons prisonniers d'une chorégraphie que nous n'avons pas créée, d'une danse qui ne nous procure plus de joie. Imaginez maintenant qu'au milieu de cette pièce bruyante, quelqu'un s'arrête de danser. Ni avec agitation, ni avec un cri de protestation. Il s'arrête simplement, ferme les yeux un instant et se dirige silencieusement vers la sortie. Cette personne n'est ni malade, ni antisociale. Elle n'abandonne pas. Elle a simplement retrouvé la musique originelle, la douce mélodie qui résonnait avant que tout le vacarme ne commence. Et cette musique vous appelle dehors, là où vous pouvez danser pieds nus sur l'herbe, sans miroir et sans applaudissements. C'est ce phénomène que je veux vous faire ressentir aujourd'hui, l'appel du retour à la maison. C'est une subtile tension dans l'âme, une lassitude non pas du corps, mais du spectacle. Une nostalgie de quelque chose dont vous ne vous souveniez même pas avoir perdu. C'est la prise de conscience, aussi claire que la lumière du soleil après un orage, que la majeure partie de ce que nous appelons la vie est un théâtre grandiose et élaboré. Et vous, l'acteur principal, avez oublié que vous ne faisiez que jouer. Ce premier pas, cet éveil, n'est pas l'acquisition d'un nouveau savoir, mais l'abandon d'une vieille illusion. C'est comme se réveiller d'un rêve éveillé et réaliser que le monstre qui vous poursuivait n'était qu'une ombre sur le mur. Le rideau tombe, non pas sur la scène, mais en vous. Et ce que vous voyez n'est pas un nouveau décor, mais le mécanisme même du théâtre, les cordes, les lumières, les scripts empilés dans les coulisses. Vous voyez que les conversations sur la météo, la politique et la vie des autres ne sont que des moyens de combler le silence qui vous effraie tant. Vous voyez que les objectifs de carrière, les biens matériels et le statut social ne sont que des accessoires clinquants pour vous distraire du vide existentiel. Vous ne devenez ni supérieur ni meilleur. Au contraire, vous gagnez en humilité, car vous réalisez que vous aussi, autrefois, vous dormiez profondément, rêvant du même rêve que tout le monde. La différence, c'est qu'à présent, un œil s'est ouvert. Et cet œil ne peut plus se laisser tromper par les ombres sur la paroi de la grotte. Cette ouverture, cependant, s'accompagne d'un douloureux paradoxe. En vous réveillant au milieu d'une pièce remplie de somnambules, vous vous sentez, pour la première fois, vraiment seul. Vous essayez de décrire la lumière du soleil à ceux qui ne connaissent que la lumière des bougies, mais ils ne comprennent pas votre langage. Vous essayez de parler du silence à ceux qui ne connaissent que le bruit, et ils vous regardent avec suspicion. Les conversations qui vous divertissaient autrefois sonnent désormais comme le bourdonnement d'une radio mal réglée. Les événements sociaux qui vous procuraient autrefois un sentiment d'appartenance ressemblent désormais à un bal masqué, où personne ne sait qui se cache derrière le costume. Ce n'est pas que vous jugez les autres, c'est que la résonance a disparu. C'est comme un musicien qui, après avoir accordé son instrument, ne supporte plus le son d'un orchestre désaccordé. La dissonance devient physiquement inconfortable. Vous vous surprenez à sourire et à hocher la tête dans des conversations où votre esprit est à des kilomètres, errant dans des paysages intérieurs devenus plus réels et plus intéressants que tout ce qui se passe à l'extérieur. Vous ressentez une immense compassion pour tous ceux qui sont encore prisonniers de cette danse, mais vous ressentez aussi un besoin viscéral de protéger votre propre santé mentale, votre lucidité retrouvée. C'est là que la disparition commence, non pas par décision, mais comme une conséquence inévitable. C'est la plante qui, sentant le manque de lumière, se penche instinctivement vers la fenêtre la plus proche. Votre système nerveux, désormais plus sensible et à l'écoute de la vérité, commence à rejeter le faux, le forcé, l'inauthentique. C'est un processus organique, comme le corps qui rejette la nourriture avariée. Ce qui était autrefois une nourriture, l'approbation sociale, la validation extérieure, est désormais perçu comme du poison. Et votre être, dans sa sagesse innée,
commence à se détourner de la source de la toxine. Avez-vous déjà ressenti cela? Comme un étranger dans votre propre vie, parlant une langue que personne d'autre ne semble comprendre? Cette sensation n'est pas le signe que quelque chose ne va pas chez vous. C'est le premier écho du silence qui vous appelle à fuir le bruit. C'est la preuve que son âme s'éveille et, comme un ours qui se réveille de son hibernation, elle aspire à l'air frais et à la liberté de la forêt, loin du confort confiné de la grotte. Ce n'est pas un chemin d'arrogance spirituelle. C'est un chemin de profonde honnêteté. C'est admettre que la chorégraphie sociale, avec ses règles tacites, ses compétitions larvées et sa quête incessante de validation, est tout simplement épuisante. La personne éveillée ne fuit pas le monde par peur, mais se retire par amour-propre. Elle comprend que pour offrir de l'eau pure aux autres, son propre puits ne peut être contaminé par la boue du conformisme. Le silence devient son sanctuaire, la nature son église, et la solitude sa plus sage compagne. Elle commence à percevoir la différence subtile, mais abyssale, entre solitude et isolement. La solitude est la douleur de l'absence des autres. La solitude est la paix de la présence à soi. Au début, ce retrait peut être effrayant, car l'ego se nourrit de l'interaction, du reflet dans le regard des autres. Si personne ne me voit, est-ce que j'existe? Se demande-t-elle, paniquée. Mais à mesure que le temps passe dans le cocon du silence, une nouvelle certitude émerge. Une certitude qui ne dépend pas de témoins. C'est la certitude d'être qui est simplement, indépendamment d'être vu, applaudi ou compris. La personne découvre qu'en s'éloignant du bruit, elle peut enfin entendre sa propre musique intérieure. Et c'est une mélodie bien plus belle et complexe que n'importe quel tube diffusé à la radio. Elle se remet à danser, mais cette fois à son propre rythme, suivant une chorégraphie intérieure, spontanée et vivante. C'est le début de la vraie liberté. Non pas la liberté de faire ce que l'on veut, mais la liberté d'être qui l'on est. C'est un retour à la danse originelle, la danse de l'enfant qui se moque des miroirs, complètement absorbé par la joie de bouger. La question qui persiste alors n'est pas de savoir pourquoi ces personnes disparaissent. La vraie question, celle que je vous invite à ressentir au plus profond de votre cœur maintenant, est « Entendez-vous votre musique? Et si oui, qu'est-ce qui vous empêche de commencer à danser? » Appelons ce théâtre le grand jeu. Les règles ne sont écrites nulle part, mais tout le monde les connaît instinctivement. Règle numéro 1. Faire semblant de savoir ce que l'on fait. Règle numéro 2. Ne jamais, au grand jamais, montrer sa vulnérabilité, car cela serait perçu comme une faiblesse. Règle numéro 3. Accumuler. Accumuler des choses, des titres, des abonnés, des expériences. Le tableau des scores est visible et tout le monde compare. Règle numéro 4. Avoir une opinion tranchée sur tout, même si on n'y comprend rien. L'incertitude est pour les perdants. Et la règle d'or, la plus importante de toutes, faire comme si ce jeu était la seule réalité qui existe. Celui qui se réveille, celui qui arrête de danser, n'est pas quelqu'un qui a appris un nouveau et meilleur jeu. C'est quelqu'un qui a regardé l'échiquier et, au lieu de voir des pièces d'échecs, a vu des morceaux de bois peints sur un tissu à carreaux. Il a vu le jeu pour ce qu'il est, une convention, un accord collectif pour oublier l'immensité de qui nous sommes vraiment. Elle réalise que l'assurance ostentatoire du dirigeant au conseil d'administration masque sa peur de l'incompétence, que le bonheur radieux affiché sur les réseaux sociaux est une tentative désespérée de se convaincre que la vie n'est pas vide, que la rage ardente du militant politique reflète souvent l'impuissance qu'il ressent face à sa propre vie. Elle perçoit les mécanismes, les fils de marionnettes qui font bouger les personnages. Et une fois ces fils visibles, impossible de ne pas remarquer à quel point ils sont tous entrelacés. Le patron qui vous humilie est lui-même empêtré dans les fils de la peur d'être perçu comme incompétent par ses supérieurs. Le voisin qui vous dispute la pelouse la plus verte est lui-même empêtré dans les fils d'une enfance où l'amour était conditionné par la performance. La célébrité que vous admirez est empêtrée dans des fils d'or, prisonnière de la cage dorée de son image publique auto-créée. Voir cela ne vous rend pas cynique, mais compatissant. La colère que vous ressentez envers ces gens se dissout et laisse place à une douce tristesse.
la même tristesse que vous ressentiriez lorsque vous verriez de magnifiques oiseaux piégés dans des filets invisibles, battant des ailes de désespoir, inconscients que leur propre lutte les piège encore plus. C'est là que votre participation au jeu devient intenable. Imaginez-vous à un dîner de famille. Votre oncle se met à réciter, pour la 100e fois, ses opinions sans concession sur la façon dont le monde devrait fonctionner. Avant, vous auriez pris part au débat, senti votre sang bouillir et défendu votre point de vue bec et ongle. Maintenant, vous le regardez et ne voyez plus d'adversaire. Vous voyez un homme effrayé, s'accrochant à quelques certitudes parce que l'océan d'incertitude le terrifie. Vous voyez l'enfant en lui qui voulait juste être entendu. Et au lieu d'argumenter, vous écoutez simplement. Vous n'êtes pas d'accord, mais vous n'êtes pas en désaccord non plus. Vous lui offrez l'espace de votre silence, un cadeau qu'il n'a peut-être jamais reçu. Et cela, paradoxalement, le désarme plus que n'importe quelle dispute. Le malaise qui règne n'est pas le vôtre, c'est le sien. C'est le malaise d'un acteur qui s'attend à un duel à l'épée et qui trouve son adversaire lui offrant une tasse de thé. Ou pensez à votre environnement de travail. La réunion trimestrielle d'objectifs, la compétition voilée pour les promotions, les ragots de la pause café. Avant, vous jouiez le jeu. Vous enfiliez votre armure, aiguisiez votre épée, tentiez de gagner. Maintenant, assis dans la même pièce, vous observez un groupe d'adultes effrayés se livrer à un jeu de pouvoir qu'on leur a inculqué dans leur enfance. Ils échangent leur temps, leur énergie vitale, leur tranquillité d'esprit contre un chiffre plus élevé sur une feuille de calcul et l'approbation de personnes qu'ils n'admirent même pas. Vous réalisez que l'urgence qui règne dans l'environnement est complètement inventée. Personne ne mourra si l'objectif n'est pas atteint. Et, réalisant cela, vous vous détendez. Votre présence calme, votre refus de participer à cette course effrénée pourrait être interprété comme du désintérêt ou un manque d'ambition. Mais en réalité, c'est tout le contraire. C'est l'intérêt suprême pour quelque chose de bien plus précieux, votre propre paix. Vous commencez à faire votre travail avec présence et excellence, non pas pour gagner la partie, mais pour la simple joie de créer quelque chose de bien fait, comme un artisan qui est fier de son travail, qu'il se vende ou non. Rompre le conformisme social n'est donc pas un acte de rébellion, mais de sobriété. C'est comme être le seul invité sobre à une fête où tous les autres sont ivres. Au début, cela peut même être amusant à observer. Mais avec le temps, les conversations répétitives, les blagues sans intérêt, l'émotivité exagérée, tout cela devient lassant. Vous ne vous sentez pas supérieur à eux. Vous n'êtes simplement pas sous leur charme. Vous aspirez à une vraie conversation, à une connexion authentique, mais réalisez que c'est impossible dans cet état de conscience altéré. Alors, sans tambour ni trompette, vous prenez votre manteau et partez. Vous quittez la fête non pas par haine des invités, mais par amour de la clarté. Vous préférez la compagnie silencieuse des étoiles à l'extérieur, au vacarme intérieur. Cette sobriété vous permet de voir les illusions qui alimentent le jeu, l'illusion d'une sécurité extérieure, l'illusion de pouvoir contrôler les autres ou l'avenir, l'illusion d'être séparés les uns des autres. Vous voyez la société comme un vaste organisme onirique, et chaque conflit, chaque guerre, chaque drame fait partie d'un cauchemar collectif. La personne éveillée comprend l'inutilité d'essayer de réveiller quelqu'un qui veut rester endormi. Crier sur un somnambule ne fera que l'effrayer et peut-être le rendre violent. La seule chose à faire est d'allumer une douce lumière dans votre coin de la pièce. Une lumière de présence, de paix, d'authenticité. Et peut-être, juste peut-être, la qualité de cette lumière intriguera-t-elle un autre rêveur et l'invitera-t-elle à ouvrir les yeux, non par la force, mais par résonance. Alors, si vous vous sentez de plus en plus comme un acteur qui a oublié son texte, ou un joueur qui ne se souvient plus des règles du jeu, réjouissez-vous. Vous ne perdez pas la raison. Vous commencez enfin à utiliser votre cœur pour voir. Et ce que le cœur voit, l'esprit ne pourra plus jamais l'ignorer. La question qui émerge de ce lieu de clarté est d'une simplicité dévastatrice. Maintenant que vous avez vu les ficelles, continuerez-vous à danser comme une marionnette? Ou aurez-vous le courage de couper vos propres ficelles et de découvrir
ce que c'est que de bouger librement? Rester sur scène, une fois la magie brisée et les ficelles révélées, a un coût invisible mais implacable. C'est un impôt sur l'âme, payé par petites touches quotidiennes d'authenticité. J'appelle cela la fatigue de l'âme. C'est une lassitude que le sommeil ne guérit pas, un épuisement qui ne vient pas du corps, mais de l'effort constant pour entretenir une personnalité qui ne vous sert plus. Ces symptômes sont subtils et souvent confondus avec des problèmes modernes. Une irritabilité chronique qui s'accroche à de petites frustrations, un sentiment persistant d'être un imposteur sur le point d'être découvert, la perte de la capacité à s'émerveiller de choses simples comme le goût d'un fruit ou la forme d'un nuage, un cynisme qui se fait passer pour de l'intelligence, mais n'est en réalité qu'un bouclier contre la déception. C'est le sentiment de toujours jouer, même seul. On s'entraîne à discuter sous la douche, on répète ses réactions, on analyse ses interactions passées, optimisant sa performance pour un public qui vit dans sa tête. C'est comme essayer de maintenir un château de sable debout tandis que la marée de la vérité monte inexorablement. Chaque sourire forcé pour éviter le conflit, chaque accord creux pour maintenir la paix sociale, chaque fois que vous ravalez vos paroles pour éviter de faire tanguer le bateau, est un précieux grain de votre essence que l'océan emporte pour ne jamais revenir. J'affirme, avec la conviction de quelqu'un qui a vu tant de marées monter et descendre, que se retirer n'est pas abandonner. Ce n'est pas le drapeau blanc de la reddition. C'est, en réalité, le geste d'amour-propre le plus courageux et le plus radical. C'est la déclaration silencieuse que votre paix intérieure vaut mieux que l'approbation extérieure. C'est le serpent qui, sentant sa vieille peau tendue, ne lutte pas contre le processus, mais choisit le calme et la vulnérabilité d'une fissure dans la roche pour en émerger renouvelé. La vieille peau, ce sont les croyances, les habitudes, les relations qui ne servent plus. La nouvelle peau, tendre et sensible au début, exige un temps de retrait et de protection. Rester serait une mort lente, une asphyxie progressive, étouffée par un personnage devenu trop petit pour l'immensité que vous avez découverte en vous-même. Votre conscience, cette étincelle de perception qui vous rend unique, est comme la flamme d'une petite bougie. Dans un environnement protégé, elle brûle constamment et clairement, illuminant tout autour de vous d'une lumière chaude et rassurante. Mais placez-la dans un lieu soumis à des vents forts et incessants, ceux de l'inconscience, de la négativité, des drames des autres, de la pression sociale. Imaginez le tourbillon des attentes familiales, le cyclone des opinions sur les réseaux sociaux, le vent glacial de la concurrence au travail. Dans cet endroit, vous dépenserez toute votre énergie, toute votre concentration, non pas pour illuminer, mais simplement pour protéger la flamme, afin qu'elle ne s'éteigne pas. Vous vous recroquevillez, vous vous rétrécissez, vous vous dressez des barrières, les mains en coupe, et votre existence devient une lutte constante pour votre survie. Vous ne vivez pas, vous survivez. Vous ne brillez pas, vous essayez simplement de ne pas vous épuiser. Ne serait-il pas plus sage, plus efficace et plus bienveillant envers soi-même de chercher un refuge, une lanterne de verre, où sa flamme puisse non seulement survivre, mais aussi grandir, se renforcer et peut-être devenir un feu de joie qui réchauffe et illumine sans effort? C'est pourquoi l'âme, dans son infinie et silencieuse sagesse, murmure à un instant précis avec une clarté indéniable. Assez. Assez de vous traduire pour ceux qui refusent d'apprendre votre langue. Assez de vous rabaisser pour entrer dans des espaces qui ne sont pas faits pour vous. Assez de donner votre énergie vitale pour entretenir une illusion qui ne fait que vous épuiser et vous laisser vide. Souvent, ce « assez » survient après une crise, une maladie, une perte, un burn-out, qui agit comme un disjoncteur d'urgence, forçant le système à s'arrêter pour éviter un effondrement total. Cet événement n'est pas une punition, c'est l'intelligence même de la vie qui agit à travers vous, un acte de miséricorde déguisé en catastrophe, vous forçant enfin à affronter l'insoutenabilité de votre mode de vie. Ce mouvement de séparation est la redécouverte de votre propre gravité. Pendant des années, voire des décennies, vous avez orbité autour de soleils qui ne vous réchauffaient pas. Vous gravitiez autour de systèmes familiaux, professionnels, sociaux, qui exigeaient votre énergie mais n'offraient que peu en retour.
si ce n'est la fragile promesse d'un sentiment d'appartenance. C'était une orbite instable, exigeant un effort constant pour éviter d'être rejeté dans le vide de l'isolement. Maintenant, vous vous arrêtez, et en cessant de tourner, vous commencez à ressentir votre propre masse, votre propre centre de gravité. Votre identité cesse d'être définie par des références extérieures. Je suis le fils de X, je travaille à Y, je vis à Z, et commence à être ressenti de l'intérieur. Je suis la paix, je suis la créativité, je suis le silence. C'est un basculement tectonique, d'une identité empruntée à une identité ressentie. Vous commencez à attirer à vous ce qui vous nourrit vraiment, ce qui résonne avec votre fréquence la plus profonde. Vous devenez le centre de votre propre univers. Et ce n'est pas un acte d'égoïsme, comme pourrait le crier la logique du monde extérieur. C'est un acte d'alignement. C'est comme si la planète trouvait enfin son orbite parfaite, celle où sa danse avec le Soleil est équilibrée, sans effort et harmonieuse. Une partie de ce processus implique de reconnaître et de rompre les loyautés invisibles, les contrats inconscients que nous avons passés avec la souffrance de nos ancêtres, avec les rêves inassouvis de nos parents, avec les règles tacites de notre culture. Dans ma famille, personne n'a jamais été heureux en amour, alors je ne le serai pas non plus. Mon père a travaillé toute sa vie à quelque chose qu'il détestait pour nous soutenir. Ce serait une trahison pour moi de poursuivre ma passion. Rompre ces liens peut sembler une trahison, mais c'est l'acte le plus honorable que vous puissiez accomplir pour votre lignée. Guérir en vous les blessures qu'ils n'ont pas pu guérir. C'est dire, avec amour et respect, je les honore, mais je choisis un autre destin. C'est briser la chaîne de la répétition inconsciente afin que les générations futures puissent naître plus libres. Cet acte de rupture n'est pas un rejet de l'amour pour votre famille, mais plutôt un rejet de la souffrance héritée. C'est la compréhension profonde que le véritable amour n'emprisonne pas, n'exige pas le sacrifice de l'âme, mais libère. En vous guérissant, vous leur offrez, où qu'ils soient, le don de votre plénitude. Vous devenez la preuve vivante qu'une autre voie était possible. Comprenez bien que ce chemin ne consiste pas à blâmer le passé ou ses personnages. Il ne s'agit pas de trouver des méchants pour votre histoire, mais de prendre le contrôle de votre scénario. Il s'agit de reconnaître que, même si vous n'avez pas écrit les premières scènes, la plume est désormais, indéniablement, entre vos mains. Chaque souffle est une nouvelle page blanche. L'inertie peut être une force puissante. La gravité de l'habitude peut vous entraîner dans les mêmes schémas, mais la conscience est la force qui défie la gravité. C'est le pouvoir de lever la plume et d'entamer un nouveau paragraphe, à tout moment. Et cela m'amène à la question essentielle, celle sur laquelle j'aimerais que vous vous asseyiez tranquillement et que vous réfléchissiez sincèrement. Quel est le prix que vous payez, chaque jour, en termes de joie, de paix et de vitalité, pour continuer à appartenir à un scénario que vous n'avez pas écrit? Et, plus important encore, êtes-vous prêt à continuer à payer ce prix jusqu'au dernier jour de votre vie? Quand la décision de prendre du recul mûrit, elle ne se manifeste pas par un événement dramatique, mais par une série de petits non silencieux. C'est un détachement progressif, un dénouement des nœuds qui vous attachaient au quai de la normalité. Le premier nœud à se défaire est souvent numérique, les réseaux sociaux. Vous consultez votre fil d'actualité interminable et ne voyez plus une fenêtre ouverte sur le monde, mais un miroir déformé ne reflétant que l'anxiété, la comparaison et l'indignation performative. Chaque publication est un acteur sur scène, jouant le rôle de heureux, réussi, conscient, en colère. C'est une vente aux enchères d'identité où le plus offrant est l'attention. Et vous réalisez qu'en faisant défiler la page, vous payez avec ce que vous avez de plus précieux, votre temps et votre tranquillité d'esprit. Puis, un jour, sans prévenir, vous appuyez sur le bouton « Désactiver ». Le premier retrait est réel. Votre pouce bouge tout seul, à la recherche de l'icône qui n'est plus là. Mais après quelques jours, un silence s'installe dans votre esprit. Un espace s'ouvre. Vous redécouvrez le plaisir de regarder par la fenêtre, sans avoir besoin de prendre une photo, de savourer un plat en prêtant attention à sa saveur, d'avoir une pensée originale, non influencée par le dernier mème ou la dernière controverse. Vous réalisez que vous avez vécu dans une pièce avec 1000 radios allumées en même temps,
et vous avez enfin trouvé le bouton « off ». Le silence qui s'installe n'est pas vide, il est fertile. Le nœud suivant est social. Les invitations à des fêtes, des apéros et autres événements qui remplissaient autrefois votre agenda vous semblent désormais comme une invitation à revenir sur scène. Vous commencez à les décliner, d'abord avec des excuses élaborées, puis avec un simple et honnête « non, merci ». Les gens peuvent être offensés. Ils peuvent vous traiter de bizarre, d'arrogant. « Tu as un problème ?» demande-t-il, car dans la logique du jeu, la seule raison pour laquelle vous ne voulez pas jouer, c'est que vous êtes brisé. Mais vous n'êtes pas brisé, vous devenez entier. Vous échangez l'énergie dispersée de nombreuses interactions superficielles contre l'énergie concentrée de quelques connexions profondes. Peut-être gardez-vous un ou deux amis avec qui vous pouvez vous asseoir en silence sans que le silence ne devienne gênant. Des amis avec qui votre âme n'a pas besoin de se maquiller. La plupart de vos amis de fête, ceux avec qui votre seul lien était le bruit partagé, s'estompent naturellement, comme le brouillard se dissipant au lever du soleil. Et vous apprenez que la véritable connexion ne se mesure pas au nombre de contacts enregistrés sur votre téléphone, mais à la qualité de la résonance dans votre cœur. Vous commencez à remarquer que la nature devient votre interlocuteur privilégié. Une promenade en forêt devient une conversation plus profonde que n'importe quel débat. La sagesse silencieuse d'un arbre ancien vous en apprend plus sur la résilience que n'importe quel livre de développement personnel. Le cours incessant d'une rivière vous montre le chemin de l'abandon et de la non-résistance. Vous réalisez que l'humanité, dans son vacarme, a oublié qu'elle fait partie d'un dialogue bien plus vaste et plus ancien. Puis, le nœud des relations intimes commence à se desserrer. C'est peut-être le plus délicat de tous. Si votre partenaire est encore profondément impliqué dans le jeu, la dissonance devient quotidienne et douloureuse. Vous commencez à parler des langues différentes. Vos valeurs évoluent. Ce qui était autrefois important pour vous, la sécurité financière, le statut, l'approbation des autres, semble désormais secondaire. Ce dont vous avez besoin, c'est de présence, d'authenticité, d'un espace sûr pour vous laisser aller. Et si votre partenaire ne peut ou ne veut pas vous rencontrer dans ce nouvel espace, un carrefour douloureux devient inévitable. Non pas par manque d'amour, mais par incompatibilité de chemin. C'est comme deux alpinistes qui, pendant des années, ont gravi la même montagne ensemble, mais un jour, l'un découvre un nouveau sentier, plus escarpé, mais avec une vue que l'autre ne peut même pas imaginer. L'autre tente de décrire la vue, mais l'autre ne voit que le danger de l'ascension. Et, le cœur brisé, ils se séparent, chacun poursuivant son chemin. Rester dans une relation qui ne résonne plus avec votre vérité, c'est comme porter une chaussure trop petite pour vous. Vous pouvez peut-être marcher un moment, mais à chaque pas, la douleur se déforme et vous empêche d'avancer librement. Lâcher prise n'est pas un échec, c'est un acte de respect mutuel pour le parcours de chacun. Enfin, le nœud le plus serré, celui qui définit l'identité de beaucoup, le travail. Vous observez votre carrière et voyez le fantasme qu'elle représente. Le titre sur la carte de visite, le bureau, la routine. Vous réalisez que vous avez vendu la plupart de vos heures de veille, l'énergie la plus vitale de vos journées, en échange de sécurité et d'une image socialement acceptable. Le problème n'est pas le travail en lui-même, mais son absence d'âme, l'exigence de feindre l'enthousiasme pour des choses qui vous laissent indifférent, l'adhésion à des systèmes qui, vous le voyez maintenant clairement, pourraient causer plus de mal que de bien au monde. La conscience éveillée aspire à la congruence. Elle veut que vos actions dans le monde soient le prolongement de vos valeurs les plus profondes. Et puis, l'impensable commence à devenir possible. Quittez votre emploi sûr. Vous commencez à rêver d'une vie plus simple, avec moins de biens et plus de temps. Avec un travail qui, même s'il est moins bien payé, nourrit votre âme au lieu de l'épuiser. Ce pas est le saut dans l'abîme. C'est le moment où vous devez faire pleinement confiance à la toile invisible de la vie. La logique du monde vous criera que vous êtes fou. Vos peurs intérieures se feront l'écho de ce cri. Mais la voix silencieuse de votre âme murmurera « Saute, je t'attraperai ». Dénouer ces 4 nœuds, numérique, social, relationnel et professionnel, n'est pas un processus de perte. C'est un processus d'élagage. Tel un jardinier avisé, vous coupez les branches mortes
pour que l'énergie de l'arbre puisse se concentrer sur la production de vraies fleurs et de fruits. C'est un processus de vide pour que le nouveau puisse s'installer. La question ici est un inventaire de votre propre vie. Quels sont les nœuds qui vous retiennent à un quai où votre navire ne veut plus être? Et quel serait le premier nœud, le plus simple, que vous pourriez commencer à dénouer, non pas demain, mais aujourd'hui? Les gens ont peur du vide. Ils remplissent chaque seconde de silence de musique, de podcast, de conversation, de pensées incessantes. Le vide les confronte à une absence qu'ils prennent pour le néant. Mais je l'appelle un terreau fertile. La toile vierge, où un chef-d'œuvre peut naître. Lorsqu'on se retire du bruit du monde, lorsqu'on dénoue enfin les liens qui nous liaient à la réalité consensuelle, on ne trouve pas la solitude mordante, celle définie par l'absence des autres. On découvre quelque chose de tout autre, la solitude qui embrasse. La solitude se définit par la présence de soi. C'est comme trouver, par hasard, une petite clé rouillée dans la poche d'un vieux manteau et découvrir qu'elle ouvre une porte cachée derrière une étagère chez soi. En l'ouvrant, on ne découvre pas une pièce poussiéreuse et abandonnée. On découvre un jardin secret, un lieu qui a toujours été là, vibrant et vivant, mais dont la porte était bloquée par le bruit, l'agitation, les distractions incessantes du monde extérieur. Dans ce jardin poussent les fleurs de vos talents oubliés, les arbres de vos rêves d'enfant, et au centre se trouve un lac d'eau calme qui représente la paix qui constitue votre vraie nature. Entretenir ce jardin devient votre pratique principale. Vous l'arrosez avec pleine conscience, le fertilisez avec autocompassion et arrachez les mauvaises herbes de l'autocritique plantées là par les autres. Vous apprenez que le jardin a ses propres saisons. Il y a des périodes de floraison exubérantes, mais aussi des hivers de dormance apparente, où le travail le plus profond se déroule sous la surface, dans les racines. Apprendre à respecter ces cycles, sans forcer un printemps perpétuel, est l'une des leçons les plus profondes de la solitude. Dans ce silence, dans ce jardin intérieur, un miracle se produit. Vous cessez d'être un écho et devenez votre propre voix. Toute votre vie, vous avez absorbé les opinions, les peurs, les espoirs et les rêves des gens qui vous entouraient. Votre esprit était comme une place publique, pleine de voix qui criaient, chacune essayant de vendre sa version de la vérité. Maintenant, la place se vide. Et dans le silence qui subsiste, vous commencez à entendre un murmure. C'est votre propre voix, timide au début, peu habituée à l'espace. Pour la première fois, peut-être, vous entendez vos propres pensées sans l'interférence constante de ce que vous devriez penser. Vous ressentez vos propres émotions sans le fardeau de devoir les gérer pour ne pas déranger les autres. C'est une rencontre radicale avec vous-même, nu, brut et sans filtre. C'est le cocon. Le monde extérieur, s'il se souvient encore de vous, pourrait vous croire stagnant, déprimé, mourant. Il perçoit l'immobilité et l'interprète comme la fin. Mais au plus profond de vous-même, dans l'obscurité et le silence, une alchimie furieuse et sacrée s'opère. C'est un processus de digestion et de purification. Des années, des décennies d'inconscience que vous avez ravalées pour être accepté, pour appartenir, pour survivre. Chaque mensonge que vous vous êtes dit, chaque fois que vous avez trahi votre intuition, chaque part de vous-même que vous avez sacrifiée sur l'autel de l'approbation des autres. Tout cela remonte à la surface, non pas pour vous punir, mais pour être vu, reconnu et intégré. Vous ressentez la douleur que vous ne vous êtes pas autorisé à ressentir. Vous pleurez les larmes que vous ne vous êtes pas autorisé à verser. Ce n'est ni un processus joli, ni glamour. C'est un travail viscéral et souvent douloureux, mais immensément libérateur. C'est comme si votre corps et votre psychisme expulsaient enfin les toxines émotionnelles accumulées au cours d'une vie de conformisme. C'est l'inévitable confrontation avec votre ombre, le dragon qui garde la porte de votre trésor. Le monde vous a appris à combattre le dragon, à le terrasser pour remporter le prix. Mais la sagesse de l'âme vous invite à adopter une approche différente. Vous ne combattez pas le dragon, vous vous asseyez avec lui, vous l'invitez à prendre le thé. Et vous demandez « Qu'essayez-vous de protéger avec tant de feu et de fureur ?» Et le dragon, peut-être pour la première fois, cesse de cracher du feu
et commence à raconter son histoire. Il vous montre que votre colère protégeait votre vulnérabilité, que votre peur protégeait votre cœur d'un nouveau chagrin, que votre arrogance protégeait votre profonde insécurité, que votre procrastination était le gardien de votre peur paralysante de ne pas être à la hauteur. Chaque défaut que vous tentiez de cacher ou d'éradiquer était en réalité un gardien blessé, une part de vous qui adoptait une stratégie de survie extrême pour vous protéger d'une douleur insupportable. Le dragon n'est pas votre ennemi, c'est une part de vous exilée qui protège votre plus grande force. Danser avec le dragon, c'est intégrer ses énergies, accueillir à nouveau les parts de soi que vous avez rejetées. Ce faisant, vous ne les tuez pas, vous les transformez. Le feu qui brûlait autrefois illumine désormais votre chemin. Ce faisant, vous rééquilibrez votre résonance intérieure. Et, surtout, vous développez une confiance inébranlable en vous-même et dans le flux de la vie. Vous cessez de chercher des cartes dans le monde extérieur, car vous avez appris à lire votre boussole intérieure. La validation cesse d'être une quête pour émaner de l'intérieur. Voilà la véritable richesse, le trésor que le dragon gardait, la souveraineté sur son propre être. Cette souveraineté se manifeste de manière très concrète. Votre système nerveux, auparavant réglé sur un état d'alerte et de réaction constant, le mode de survie du bal masqué, commence à se réajuster à une nouvelle normalité, le calme. Vous commencez à vivre principalement dans votre système parasympathique, le mode repos et digestion. Votre corps cesse alors de gaspiller de l'énergie dans des batailles imaginaires et la redirige vers la guérison, la régénération et la créativité. L'anxiété chronique qui animait votre vie laisse place à un calme profond. Vous découvrez que ce que vous appeliez votre personnalité était en réalité un ensemble de stratégies d'adaptation. Sans la nécessité d'affronter des menaces constantes, ces stratégies se dissolvent et votre essence émerge. Vous découvrirez peut-être que vous n'êtes pas naturellement sarcastique, mais que vous utilisiez le sarcasme pour vous protéger. Vous découvrirez peut-être que vous n'êtes pas introverti, mais simplement épuisé par des interactions inauthentiques. C'est une redécouverte radicale de qui vous êtes en l'absence de menaces. Ce réajustement apporte une nouvelle clarté. Le brouillard de la confusion mentale se dissipe. Les décisions autrefois complexes et angoissantes deviennent simples, filtrées par une seule question. Est-ce que cela élargit ou rétrécit ma paix? Votre intuition, autrefois un murmure étouffé par le bruit, parle désormais d'une voix claire et assurée. Vous lui faites entièrement confiance, car elle s'avère, à maintes reprises, votre guide le plus fidèle. L'avenir cesse d'être une source d'anxiété et devient un champ de possibilités. Le passé cesse d'être une source de regrets et devient une bibliothèque de leçons apprises. Vous habitez l'instant présent, le seul lieu où la vie se déroule vraiment, avec une présence et une vitalité qui transforment l'ordinaire en extraordinaire. Boire un verre d'eau devient une expérience de gratitude. Sentir le soleil sur votre peau devient une communion. C'est cela la liberté. Non pas la liberté de faire ce que vous voulez, mais la liberté d'être qui vous êtes vraiment, sans excuses et sans avoir besoin de permission. Du cocon silencieux et sombre, la chenille ne revient pas, même si elle est une version plus sage et plus guérie d'elle-même. La transformation est plus radicale que cela. La chenille s'est complètement dissoute, abandonnant sa forme, son identité, au mystère de la transformation. Ce qui émerge est une créature d'une nature entièrement différente, soumise à de nouvelles lois, le papillon. Il ne retourne pas au sol où il rampait autrefois pour prouver aux autres chenilles que le vol est possible. Il ne revient pas pour se vanter de ses ailes colorées ou pour donner des leçons sur les secrets de la métamorphose. Il vole, tout simplement. Et la beauté, la légèreté et la liberté de son vol constituent son message le plus puissant. Ceux qui reviennent de cette plongée profonde dans la solitude ne reviennent pas pour rejoindre la danse frénétique des ombres. Ils ne reviennent pas pour tenter de truquer le jeu ou de convaincre les joueurs que tout n'est qu'illusion. Ce chemin, celui du sauveur, est l'un des pièges les plus subtils de l'ego, qui aime se parer de caps spirituels. Le sauveur agit par un besoin subtil, celui que sa sagesse soit validée par l'éveil des autres. Il devient un collectionneur de éveillés, mesurant sa propre valeur au nombre de personnes qu'il a aidées.
Mais la véritable aide ne consiste pas à pousser la chenille hors de son cocon, un acte qui la tuerait. La véritable aide consiste à entretenir le jardin afin que, lorsque le papillon émerge, il trouve un endroit sûr où se poser. Ce chemin ne mène qu'à la frustration et à l'épuisement, car le changement ne peut être imposé de l'extérieur. Au contraire, cette personne revient apporter une nouvelle mélodie au monde, un chant né du silence de son jardin intérieur, un chant qui n'a pas besoin d'être chanté à voix haute, car il vibre au plus profond de son être. C'est une fréquence de paix, de clarté et d'amour inconditionnel qui influence l'environnement de manière subtile mais profonde, tel un diapason, aidant les instruments désaccordés qui l'entourent à retrouver leur son naturel. Tu n'as pas besoin de réparer le monde. Permettez-moi de le répéter pour que cela pénètre profondément chaque cellule de ton corps. Le besoin compulsif de réparer l'extérieur est presque toujours un écho du désordre qui réside encore en toi. C'est l'ego en quête d'un but grandiose pour éviter l'humble et essentielle tâche de ranger sa propre maison. Ta tâche la plus sacrée, le plus beau cadeau que tu puisses offrir à l'univers, est de devenir l'harmonie même. Au lieu de combattre l'obscurité, sois la lumière. Une simple bougie allumée dans une pièce sombre ne combat pas l'ombre. Elle est, tout simplement, et l'ombre, par nature, se retire. Sois l'arbre qui offre ombre et fruits à tous, sans te demander s'il le mérite, car telle est ta nature. Sois le fleuve qui coule vers l'océan, contournant patiemment les obstacles, indifférente au jugement des rochers sur ton chemin. Vis ta vérité si pleinement, si authentiquement et si simplement, que ta simple présence devient une invitation silencieuse. Une invitation pour les autres, lorsqu'ils seront prêts, à oser eux aussi chercher leur propre vérité. Votre vie devient votre enseignement. Votre paix devient votre message. Votre joie, sans raison apparente, devient la question la plus provocatrice que l'on puisse rencontrer. Ils se tourneront vers vous, non pas pour ce que vous dites ou faites, mais pour ce que vous faites. Comme tu es là, et une graine de curiosité peut être semée. Quel est ton secret? Et le secret, c'est qu'il n'y a pas de secret. Seulement le courage de cesser de chercher à l'extérieur la paix qui a toujours résidé en toi. Comment pouvez-vous y parvenir concrètement au cœur de votre quotidien? Commencez par la simplicité d'une graine de moutarde. N'essayez pas de démolir tout le théâtre d'un coup. Commencez simplement à cultiver votre petit jardin. Accordez-vous une minute de silence aujourd'hui. Une seule. Traitez-la comme un pèlerin traiterait un lieu sacré. Pas de téléphone portable, pas de musique, pas d'objectif. Juste le son de votre respiration comme guide pour rentrer chez vous. Demain, peut-être 2 minutes. Refusez, une seule fois aujourd'hui, de participer à des ragots ou à une conversation basée sur la critique d'un absent. Voyez cela comme un refus de boire un poison subtil juste parce que tout le monde le trinque. Ressentez la puissance et l'intégrité qui résident dans ce petit acte de non-participation. Et quand le drame frappe à votre porte, comme il le fera inévitablement, quand un proche tente de vous entraîner dans une vieille dispute, ici, votre pratique devient celle de la perméabilité sélective. Vous n'érigez pas un mur d'indifférence, vous devenez plutôt comme une moustiquaire. Vous laissez entrer l'air et la lumière de la compassion, mais la poussière et les débris du drame vous traversent, ne trouvant nulle part où se poser. Vous écoutez avec un cœur ouvert, mais vous n'assumez pas la responsabilité du bagage émotionnel de l'autre. Choisissez délibérément de ne pas avoir d'opinion préconçue sur tout. Accordez-vous le luxe de dire « je ne sais pas » et ressentez l'immense liberté qui s'ouvre à vous dans cet espace. Appelez cela la prière du sage. Promenez-vous sans destination, en prêtant attention à la sensation de vos pieds touchant le sol. Admirez un coucher de soleil sans avoir besoin de l'immortaliser. Écoutez vraiment quelqu'un, non pas pour formuler votre réponse, mais pour lui offrir le cadeau de votre pleine présence. Chaque petit geste de retrait conscient, chaque choix de paix plutôt que de drame, est un pas vers votre centre, vers votre jardin intérieur. C'est là, dans cet espace de silence et d'authenticité, que la véritable révolution s'opère. Non pas une révolution de barricades
et de cris, mais une révolution silencieuse, de l'intérieur vers l'extérieur, qui a le pouvoir, un jour, de faire que le monde entier s'arrête un instant pour écouter sa propre chanson oubliée. Ce chemin ne promet pas une vie sans défis, mais plutôt une vie où les défis n'ont plus le pouvoir de vous voler votre paix intérieure. La tempête peut faire rage à l'extérieur, mais vous aurez trouvé l'œil calme de l'ouragan en vous. C'est là votre véritable pouvoir. Non pas celui de contrôler le monde, mais celui de ne pas vous laisser dominer par lui. Le pouvoir de répondre au lieu de réagir. Le pouvoir de choisir la paix, encore et encore, à chaque instant. Et ce choix, répété en silence, jour après jour, est ce qui tisse la tapisserie d'une vie éveillée. Si ce voyage, ces mots, cette mélodie, ont résonné au plus profond de vous, laissez un témoignage de son passage, un commentaire, une réflexion, ou même un simple point dans les commentaires, comme une reconnaissance silencieuse que vous aussi avez entendu l'appel. Ceci n'est pas une demande d'engagement, mais une invitation à tisser ensemble une communauté de jardiniers silencieux, un réseau de phares. Aimez cette vidéo pour que cette chanson puisse voyager plus loin et, qui sait, trouver d'autres oreilles qui la désirent. Et si vous sentez que c'est un chemin que vous souhaitez continuer à explorer, abonnez-vous à la chaîne. Non pas pour me suivre, mais pour marcher ensemble, chacun à son rythme, vers la maison que nous n'avons jamais vraiment quittée. Souvenez-vous, le pionnier n'a pas de carte. Il trace le chemin en marchant. Et peut-être qu'un jour, nous regarderons en arrière et constaterons que nos pas solitaires ont en fait formé un sentier lumineux pour ceux qui viendront après nous. Allez-y maintenant et soyez la musique. Le monde est déjà assez bruyant comme ça.